Étienne, je sais pas, on ne t'entend plus. Ouais. Ouais, je n'en ai pas tout seul. Ah, vous avez peur, hein. Et Non, vous voyez, on a perdu le présentateur. Là, c'est embêtant. Est-ce qu'il nous revient? Oui. Il a coupé son micro, alors forcément. Étienne, tu as coupé ton en fait, micro. il s'est passé quelque chose au moment du démarrage de l'enregistrement, je pense. Non, moi, ça m'a fait un Ouais, bug. Ouais, c'est sur Voilà, ouais, j'ai été c'est coupé, la excusez-moi, je suis transcription revenu. automatique. C'est bon, vous m'entendez? Parfait. Bon, voilà, donc je suis revenu. Donc merci à tous d'être, je disais, je sais pas, je reprends depuis le début, mais merci d'être présent pour ce webinaire, effectivement, consacré à un sujet essentiel, la fiscalité de la transmission d'entreprise. Je me présente très rapidement, donc moi je suis Étienne Moutier, je suis conseiller transmission reprise au sein de la Chambre de commerce et d'industrie à Saint-Père-sur-Mer dans la Manche. Mon collègue Nicolas Dorafé, mon homologue sur Cherbourg, est également présent. Notre rôle à la CCI, c'est vraiment d'aider les chefs d'entreprise à anticiper et à structurer leurs projets de cession pour en faire une réussite. Et s'il y a bien un sujet pour lequel l'anticipation est capitale, c'est bien celui de la fiscalité. Donc pour vous éclairer aujourd'hui sur ce point, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Lamy, avocate fiscaliste donc au sein du cabinet Fidal à Saint-Lô, qui va nous apporter toute son expertise. Alors avant de vous laisser la parole, Audrey, je voudrais juste ajouter quelques petites précisions. Donc ce webinaire est enregistré. Donc, elle sera disponible en replay via un lien qui vous sera envoyé en même temps que le support de présentation. Je vous propose de poser vos questions sur le chat et on y répondra, enfin Audrey y répondra à la fin de ce webinaire. Et enfin, une petite information complémentaire. Sachez qu'on organise également un deuxième webinaire la semaine prochaine, donc mardi 25 novembre à 17h30, qui est lui consacré à l'évaluation de l'entreprise. Voilà, bah, écoutez, Audrey, je vous en prie, et bon Merci. webinaire à tous. Merci. Donc, Merci. comme indiqué, donc moi, je suis Audrey Lamy, donc je suis avocat en droit fiscal et associée au sein du cabinet d'avocats Fidal. Donc, Fidal est un cabinet spécialisé en droit des affaires. Donc, moi, j'accompagne les dirigeants, les familles, les entreprises dans la structuration, la transmission et l'optimisation fiscale du patrimoine. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous accompagner et de vous présenter ce webinaire sur la fiscalité et transmission de l'entreprise. Donc, c'est un sujet à la fois passionnant et complexe. On va essayer ensemble d'être le plus simple possible pour vous apporter voilà, les bases et bien comprendre quand vous serez confronté à ces sujets de transmission. Donc, l'objectif de cette session, c'est de vous donner une vision claire des principaux dispositifs fiscaux applicables et surtout comprendre comment les articuler intelligemment suivant votre situation. Donc, dans notre présentation, hop, est-ce que ça défile là? Voilà, dans notre présentation, l'idée, c'est de vous présenter la différence entre la cession du fonds de commerce et la cession des titres d'une société. Donc, c'est la différence fondamentale, le sujet qui n'est pas toujours bien appréhendé par nos clients. Et ensuite, on abordera ensemble donc, le sujet donc, de la transmission à titre gratuit de l'entreprise et les objectifs de sécurisation pardon, de la transmission. Avant toute chose, donc en introduction, l'idée c'est de rappeler que la transmission, c'est une étape essentielle, à la fois humaine, mais économique et fiscale. Donc c'est un événement qui concerne un homme, un dirigeant qui souhaite partir à la retraite ou transmettre à ses enfants. Donc voilà, nous, en tant que professionnels des chiffres et du droit, c'est de remettre l'humain au centre des préoccupations. Voilà, les dispositions fiscales ne vont pas, ne vont pas orienter le sens des opérations. Ça va être une aide à la décision, mais c'est vraiment, voilà, le contact humain qui va primer.
Donc le contexte aujourd'hui, on va le rappeler parce qu'il est important. Une transmission d'entreprise, c'est un enjeu majeur parce que c'est un enjeu pour pérenniser l'outil de travail. On se rend compte qu'en fait, les entreprises qui ont fait l'objet d'une transmission ont un taux de pérennité supérieur à celles qui ont fait l'objet d'une création ex nihilo, d'une création de rien. On parle souvent de l'étape autour de 5-6 ans de création de société où là, si on arrive à passer ce cap-là, souvent, voilà, on a montré qu'on était suffisamment solide pour traverser plusieurs tempêtes. Donc, je vous ai rappelé un chiffre clé donc, que j'ai trouvé donc, dans une publication de la DGE où en fait, on se rend compte que 37 200 pardon, sessions-transmissions ont été enregistrées en 2024, soit une hausse de 16% par rapport à 2020, qui est le creux de la vague liée au Covid. Ces opérations de transmission concernent majoritairement des petites entreprises, donc avec 86% qui comprennent moins de 10 salariés, et se concentrent principalement sur les secteurs de services de proximité, du commerce et de la restauration. Donc voilà, on a à gérer principalement des petites transmissions d'entreprise, ce qui fait un flux assez important aussi pour notre cabinet. En France, on a un dirigeant sur 3 qui a plus de 55 ans. 55 ans, ça va être l'âge un peu pivot où on va se dire qu'est-ce que moi j'envisage pour mon entreprise? Est-ce que j'aimerais la vendre à un tiers? Est-ce que j'aimerais la transmettre dans ma famille? Voilà, avoir à peu près, réfléchir à nos souhaits pour ensuite préparer les opérations, donc préparer soit sa succession, soit son départ à la retraite, pour protéger son patrimoine familial et pérenniser l'activité. Donc on est face à un double enjeu, on a un enjeu économique, donc assurer la continuité de l'activité, et un enjeu patrimonial fiscal, donc optimiser la transmission pour essayer de payer le moins possible d'imposition. Le point central, là, c'est de distinguer et être bien clair la distinction entre cession de fonds de commerce et cession de titres de société. On n'a pas la même fiscalité si on cède un fonds ou si on cède des titres d'une société. Donc, les titres d'une société, ce sont des parts sociales ou des actions. Le fonds de commerce, quand je vends mon fonds de commerce, c'est un acte juridique que je vais faire. Donc, le propriétaire vend l'ensemble des éléments d'actifs de son exploitation. Donc, il va vendre un carnet d'adresses client, il va vendre sa ligne téléphonique, il va vendre son droit au bail. Par contre, il ne vendra pas son passif. Je ne cède que les actifs. Une fois le fonds vendu, dès lors que l'entreprise ou ma société, par exemple, a vendu son fonds de commerce, je dois donc payer moi-même mes dettes. L'acquéreur qui a acheté mon fonds ne reprendra pas mes dettes. C'est moi qui j'en fais mon affaire personnelle. Donc sur la fiscalité, on va avoir une fiscalité qui va être spécifique, c'est avec les plus-values professionnelles. Donc une société qui vend son fonds de commerce, la plus-value qui sera dégagée sera taxée à l'impôt sur les sociétés comme un résultat ordinaire, comme mon résultat d'activité annuelle. Et sur les droits d'enregistrement, donc les droits d'enregistrement, c'est quoi? C'est lorsque je vais présenter mon acte de cession au service enregistrement de l'État pour lui donner une date certaine. Le Trésor va se prendre des droits pour enregistrer cet acte. Et donc là, on a un barème qui est un barème progressif qui peut aller jusqu'à 5% en fonction de la valeur cédée. En revanche, la cession de parts sociales, donc la cession de titres, donc ce sont soit des parts sociales, soit des actions, suivant la forme sociale de la société. Lorsque je cède des titres de société, je vends à la fois des actifs et des passifs. En fait, je vends le capital, je vends toute ma société, qui est à la fois qui comprend donc mon fonds de commerce, ma ligne téléphonique, mes stocks, mes marchandises, mon matériel, et aussi mes dettes, mes emprunts bancaires, mes dettes fournisseurs, etc. Donc pour la fiscalité, on a un régime qui est différent parce que c'est une personne physique, c'est moi, associé, je vends mes titres de société. Donc sur la fiscalité, on est sur une plus-value des particuliers. Donc là, aujourd'hui, c'est la flat tax qui va s'appliquer, donc c'est 30% maximum sur la plus-value. Ces 30%, c'est quoi? C'est 12,8%
d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc là, c'est la fiscalité actuelle. Vous avez probablement entendu les discussions actuellement au Parlement pour le projet de loi de finances. Il est envisagé, peut-être envisagé, voilà, pour le moment rien n'est voté, mais on discute ardemment pour augmenter peut-être cette taxe de 30% qui passerait probablement à 31,4%. En fait, lors de l'examen du projet de loi sur la sécurité sociale, les députés ont décidé de rehausser la CSG. Donc c'est pour ça qu'on augmenterait le taux de la flat tax. Et là, sur les droits d'enregistrement, on va distinguer si une société de type SARL, par exemple, ce sont des parts sociales. Si je vends des parts sociales, mes droits d'enregistrement, ce sera 3%. En revanche, une autre forme sociale, une SAS par exemple, donc ce sont des actions. Si je vends mes titres, mes actions, les droits d'enregistrement seront de 0,1%. Et si je vends des titres de société à prépondérance immobilière, donc là, c'est une société qui, à son actif, a une valeur d'immobilier beaucoup plus importante que son fonds de commerce. Donc là, les droits d'enregistrement sont différents, ils sont de l'ordre de 5%, enfin, ils sont à 5%. Alors, les sociétés à prépondérance immobilière, c'est quoi? C'est souvent, par exemple, une société qui exploite un terrain de camping et dans lequel, du coup, on a le foncier du camping. Souvent, le foncier peut avoir une valeur supérieure au fonds de commerce. Donc, c'est là où on peut être à prépondérance immobilière. Donc là, on serait à des droits d'enregistrement différents à 5%. Donc voilà, l'idée, c'est de bien distinguer quand quelqu'un vient me voir, je veux acheter ton entreprise, c'est se dire, OK, tu veux acheter quoi? Tu veux acheter mon fonds de commerce ou tu veux acheter mes titres de ma société? Donc c'est un préalable parce que nous, souvent, quand on rencontre les clients qui disent, bon, bah voilà, on est d'accord, c'est bon, j'ai vendu mon affaire, 200 000 euros, c'est bon. OK, vous avez vendu quoi? Ah bah, j'ai vendu mon affaire. Donc là, c'est souvent, voilà, j'insiste bien assez lourdement, mais c'est un sujet très important. Donc maintenant qu'on a dit ça, l'idée, c'est voilà, de rentrer dans le vif du sujet et d'exposer les règles applicables à la fois pour le vendeur et à la fois pour l'acheteur. Donc si on s'intéresse sur la cession de fonds de commerce, premier volet. Donc, comme je vous le disais, donc une cession de fonds de commerce. Donc là, j'ai une société qui est détenue par Monsieur X. Donc, cette société exploite un fonds de commerce. Donc là, j'ai retracé un bilan sur le support. Vous voyez qu'elle a créé son fonds de commerce. Donc, le fonds de commerce, il est à l'actif, il est pour une valeur de 0. Parce qu'en fait, j'ai créé ma société et c'est moi qui ai créé mon fonds de commerce. Donc, je n'ai pas de valeur d'inscription à l'actif. J'ai du matériel qui a une valeur nette comptable pour 100 000 euros. Donc, j'ai peut-être acheté pour 300 000 euros de matériel que j'ai amorti au fil des ans. Donc, chaque année, j'ai constaté une charge d'amortissement. Et aujourd'hui, il a une valeur nette comptable de 100 000 euros. J'ai des stocks pour 50 000 et de la trésorerie pour 80 000. Et puis voilà, on se rend compte que j'ai encore un peu d'emprunt bancaire sur mon matériel, 50 000, et j'ai un compte courant en associé. C'est-à-dire que j'ai Monsieur X qui a laissé 85 000 euros dans la société à disposition de la société. Soit il l'a apporté lors de la constitution, soit c'est des distributions de dividendes qu'il n'a pas appréhendées. Voilà, il a laissé à la société 85 000 euros pour investir dans son activité courante. Donc, si je décide de vendre mon fonds de commerce pour 220 000 euros, c'est-à-dire que ma partie orange, mon fonds de commerce plus mon matériel, ça vaut 220 000 euros. Et ensuite, je vends également avec mon stock pour 50 000 euros. Du coup, je décide de transmettre mon activité pour une valeur globale de 270 000 euros. Il se passe quoi si je décide de vendre pour 270 000 euros? Du coup, je vais constater une plus-value. Je vais me remettre ici et je vais constater une plus-value de cession parce qu'on voit bien que mon fonds de commerce, il a une valeur à 0. Donc, j'ai mon fonds de commerce à pris de la valeur du fait de l'exploitation. Donc, je vais constater une plus-value de cession. Cette plus-value de cession va être taxée à l'impôt sur les sociétés comme un résultat ordinaire. Donc, un résultat ordinaire, c'est quoi? Je vais être taxé à 15% jusqu'à 42 500 euros de résultat pour les PME.
Donc les sociétés qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros et qui sont détenues à plus de 75% par une personne physique. Et au-delà, je vais être taxée à 25%. Mais j'ai des dispositifs d'exonération qui s'appliquent. C'est-à-dire que si je remplis certains critères, je peux gommer totalement ou partiellement cette plus-value constatée. Donc mes dispositifs d'exonération, j'ai principalement l'article 238 quindecies. C'est un article qui prévoit d'exonérer les transmissions d'entreprises qui sont transmises pour une valeur inférieure à 1 million d'euros. C'est-à-dire que si je transmets un fonds de commerce, donc mon activité avec mes salariés, mon matériel nécessaire à mon activité, les baux, voilà, si j'exploite un magasin de vêtements en centre-ville, on va me demander à ce que je transmette la salariée nécessaire à l'exploitation du magasin, la vendeuse, et puis le bail, parce que si j'ai plus de droit de bail, je suis embêtée pour poursuivre l'activité de mon fonds de commerce. Donc du coup, il va falloir que je re-signe un droit au bail aussi. Si j'ai exercé pendant plus de 5 ans cette activité-là, du coup, je vais avoir une exonération totale si mon fonds de commerce a une valeur inférieure à 500 000 euros et une exonération partielle entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc, c'est-à-dire que si je vends un fonds à 250 000 euros, je vais payer 0 euros d'impôt sur les sociétés. Par contre, si j'ai un fonds qui vaut 750 000 euros, mon exonération, elle va être dégressive. Je vais en bénéficier qu'une partie. Voilà. Ce dispositif-là, donc je le disais, il faut que j'ai exercé l'activité pendant 5 ans au moins, et il faut que je transmette mon fonds à un tiers avec lequel je n'ai aucun lien. C'est-à-dire que si je transmets ce fonds à une société dans laquelle je suis actionnaire à plus de 50%, là, ça ne marche pas parce que on voit bien que je contrôle la société qui rachète, donc ce serait abusif. L'idée, c'est vraiment, je transmets et après, je n'ai plus rien à voir avec cette activité-là. Donc, si je reprends l'exemple de calcul qu'on avait tout à l'heure, donc avec un fonds de commerce que j'ai vendu pour 270 000 euros, du coup, on voit bien que j'ai une plus-value sur le fonds qui est de 120 000 euros. Donc, cette plus-value de 120 000 euros, si je ne bénéficie pas de régime d'exonération, donc elle est taxée à l'impôt sur les sociétés, et donc là, je vais payer potentiellement maximum 30 000 euros d'impôt sur les sociétés. Donc, la société, elle va encaisser 270 000 euros de cession de fonds, payer 30 000 euros d'impôt sur les sociétés, rembourser son emprunt bancaire de 50 000 et rembourser le compte courant d'associé de 85 000 euros. Donc, il lui reste 105 000 euros, une fois que j'ai remboursé tout ça. Ces 105 000 euros, ils sont dans la société. Donc, si mon associé veut les reprendre, il va repasser par la case impôt. Mon associé, il ne peut pas prendre comme ça dans les caisses de la société. Cet argent, il appartient à la société. Donc, pour le ressortir, c'est soit une distribution de dividendes, donc je paye 30% aujourd'hui de la flat tax, soit je décide en fait que cette activité, la société, n'a plus vocation à subsister parce que je vais partir à la retraite ou j'envisage plus de poursuivre aucune autre activité à l'avenir. Du coup, je peux décider de dissoudre la société. Dans ces cas-là, je dissous et je taxe en boni de liquidation. Donc, en revanche, si je bénéficie du dispositif d'exonération que l'on a vu juste avant, on voit bien que les 30 000 euros d'impôt sur les sociétés viendront en économie d'impôt, donc ce sera un gain supplémentaire pour l'associé. L'acquéreur, lui, donc on a dit, il doit acheter 270 000 euros son fonds. Il doit payer les droits d'enregistrement selon le barème progressif. Donc, c'est 3% après un abattement de 23 000 euros. Donc, sur des valeurs de fonds entre 23 000 et 200 000 euros. Et 5% au-delà. Donc là, en l'occurrence, il n'y aura qu'une petite partie qui serait taxée à 5%. Donc là, on aurait des droits d'enregistrement à 8 810 euros. Donc l'acquéreur, lui, il doit financer 270 plus 8 810 euros. Sur les droits d'enregistrement,
voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on a en revanche des dispositifs spéciaux qui peuvent s'appliquer. Si mon fonds de commerce est situé dans une zone franche urbaine ou une zone franche ruralité, les anciennes ZRR, on a des dispositifs d'exonération qui permettent de minorer les droits d'enregistrement. Donc, je vous ai remis la carte. Tout ce qui est en marron sur cette carte, c'est les anciennes zones ZRR. Donc, on voit bien que nous, dans la Manche, on a tout le Sud-Manche, tous les marais de 40 ans qui sont visés par le dispositif ZRR. Donc voilà, on accompagne les acquéreurs et les vendeurs pour permettre voilà, d'optimiser les transmissions d'entreprises, parce qu'avec le dispositif Zone France Ruralité, revitalisation, on bénéficie aussi de minoration de cotisations sociales sur l'embauche de salariés. Donc, on a moins de cotisations sociales. Donc, c'est des dispositifs sur lesquels on se penche réellement pour essayer de bénéficier de ce régime de faveur. Sur les cessions de fonds de commerce, je voulais vous rappeler peut-être les principaux freins qu'on peut avoir en pratique sur les cessions de fonds. C'est donc le prix de vente qui est dans la société. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Si la société vend son fonds de commerce, c'est elle qui encaisse les 270 000 euros. Donc, si on veut le ressortir à l'associé, il faut faire soit une liquidation, soit une sortie de trésorerie en distribution de dividendes, ce qui entraîne d'autres coûts et d'autres démarches juridiques. Ainsi, donc la société, voilà, si je remets le schéma de tout à l'heure, quand je vends 270 000 euros, la société, mon associé, dans ce cas-là, son gain net en poche est de 150 000 euros. Parce que bah voilà, vous voyez, la société, elle doit payer ses dettes. Il y a aussi de la fiscalité personnelle. Donc, c'est pas 270 000 euros dans la poche de l'associé. Là, le gain net en poche, c'est 150 000 euros. L'autre frein d'une cession de fonds de commerce, ça va être le séquestre du prix de vente. Le séquestre, c'est une garantie pour protéger l'acheteur contre les dettes du vendeur liées au fonds. C'est-à-dire que, en fait, on a une solidarité qui peut avoir lieu entre l'acquéreur et le vendeur sur une cession de fonds de commerce. Donc, pour éviter que l'acquéreur se retrouve à payer des créanciers de son prédécesseur, on prévoit de séquestrer le prix. C'est-à-dire que, à compter de la publicité au Bogdac, nous, avocats, le prix de vente, les 270 000 euros, on va les mettre sur un compte spécifique, sur un compte CARPA. Donc, c'est une caisse spécifique pour les avocats qui gère les fonds, qui gère les maniements de fonds des avocats. Donc, on va prendre les 270 000 euros, on va les mettre sur la CARPA et on va attendre que des créanciers se manifestent pour déclarer leurs créances. Donc, les créanciers ont 10 jours à compter de la publicité sur le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les créanciers ont l'habitude, ils consultent ce bulletin. Ils ont 10 jours à compter de la publication au BODAC pour se manifester et dire « Moi, je refuse que vous versiez le prix de vente au vendeur parce qu'il me doit de l'argent. » Donc, ils formulent des oppositions. Et donc, dès lors que nous, on reçoit des oppositions, voilà, on doit les traiter pour valider si elles sont justifiées, etc. On doit les traiter avant de libérer les fonds. Une fois que tout est OK, s'il n'y a pas d'opposition, si les oppositions ont été traitées, voilà, on débloque les fonds et on les reverse aux vendeurs. Donc ça peut être un frein parce qu'on a une indisponibilité temporaire des fonds. Et parfois, les gens voilà, sont pressés et ça amène un aléa supplémentaire. Ils n'ont pas envie d'avoir le séquestre sur les fonds. Ce séquestre, c'est sur les ventes de fonds de commerce. On n'a pas de séquestre sur les cessions artisanales. Je vois un monsieur qui est dans la fédération du bâtiment. Quand on a une session de fonds artisanal, entreprise de maçonnerie, etc., c'est une session de fonds artisanal et on n'a pas ces règles de séquestre. L'autre frein, ça peut être le stock à financer et la trésorerie à apporter pour l'acquéreur.
Si j'achète un fonds de commerce sans le stock pour l'exploiter, ça n'a pas de sens. Demain, j'achète un fonds, une entreprise d'ostréiculture et je n'achète que les parcs à huîtres, les concessions de licence et j'achète pas les naissins. Du coup, je peux pas exploiter parce que j'ai pas ma matière première. Donc ça n'a pas de sens. J'achète un magasin de vêtements, j'achète le fond sans les vêtements dedans, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, ça nécessite de financer un stock supplémentaire, donc ça peut être un frein aussi pour l'acquéreur. Et il y a aussi du coup le sort du droit au bail qu'il ne faut pas évacuer, il faut l'avoir en tête. J'achète un fonds de commerce, ce fonds de commerce, donc j'ai un local commercial qui n'est pas forcément la propriété du vendeur. Ça peut être la propriété d'un propriétaire bailleur extérieur qu'il va falloir faire entrer dans la boucle pour pouvoir négocier avec lui la transmission du droit au bail. Néanmoins, donc, les cessions de fonds de commerce, nous, c'est pas forcément les plus grosses activités que l'on peut avoir. On a pas mal de cessions de fonds de cessions de titres de société. J'ai rebouclé avec la CCI avant quand on a échangé donc, sur ce webinaire. Et donc la CCI m'indique également que lorsqu'ils accompagnent voilà, leurs vendeurs ou potentiels repreneurs, c'est beaucoup sur des cessions de titres aussi que vous intervenez. Donc l'idée, c'est de vous présenter qu'est-ce qu'une cession de titre et quelle est la fiscalité applicable à la cession de titre. Donc, je vais reprendre le même schéma qu'avant, histoire qu'il y ait une continuité. Donc, sur une valorisation de société, donc c'est l'objet du second webinaire de la CCI de la semaine prochaine. Donc, comment on valorise une entreprise. Là, j'ai voulu vulgariser à l'extrême. Donc, on a toujours Monsieur X qui détient la même société avec le même fonds de commerce qui est valorisé à 270 000 euros. Du coup, si au lieu de vendre son fonds de commerce de 170 000 euros, il décide de vendre ses titres de société, là, dans ce schéma-là, la valeur de la société elle serait de 215 000 euros. Donc, comment j'ai déterminé cette valeur de société? C'est ce que j'ai mis en ocre sur le schéma. C'est mon total actif, mes 350 000, moins mes emprunts bancaires et mon compte courant associé. Ça m'a fait une valeur de société à 215 000 euros. C'est une valorisation qui est très schématisée. Il y a beaucoup d'autres méthodes de valorisation d'entreprise. Donc ça, ce sont les experts comptables qui sont mieux à même de vous expliquer ces différentes méthodes. Donc en l'occurrence, là, si je décide de vendre ma société, donc je vends tous mes actifs et mes dettes. Donc là, je vends pour 215 000 euros. Du coup, ma plus-value, moi, personne physique, je vends. Ma plus-value, c'est mon prix de vente de mes titres, 215 000 euros, moins mon prix d'achat de mes titres. Donc, mon prix d'achat de mes titres, c'est l'apport que j'ai fait à la constitution de ma société. Là, dans mon schéma, le monsieur X, il a apporté 5 000 euros. Vous voyez, sur la ligne capitale, il a mis dans la société, lors de la constitution, il a apporté 5 000 euros sur un compte bancaire. Donc là, ma plus-value, c'est 215 000 moins 5 000 euros. Donc il a une plus-value de 210 000 euros. Cette plus-value, elle va être taxée comment? Elle va être taxée donc à la fiscalité, donc plus-value des particuliers. Donc soit à la flat tax de 30%, soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu, si c'est plus avantageux. Pourquoi le barème progressif de l'impôt sur le revenu? Vous savez que l'impôt sur le revenu, c'est par tranche. Donc, je suis taxée à la tranche à 14, à 31, 40, 41. Pourquoi ça peut être plus intéressant d'être au barème progressif de l'impôt sur le revenu? Parce que je vais appliquer des abattements pour durée de détention. Je vais avoir un abattement de 50% dès lors que je détiens mes titres acquis avant 2018. Attention, l'abattement ne fonctionne pas pour les titres que j'ai acquis après 2018. C'est uniquement pour les titres antérieurs à 2018. Donc, je vais avoir un abattement de 50% dès lors que je détiens mes titres pendant plus de 8 ans, pendant moins de 8 ans, pardon, avant 2018, ou 65% si je les détiens depuis plus de 8 ans.
Mais j'ai aussi d'autres régimes qui s'appliquent. J'ai l'abattement de 500 000 pour départ à la retraite. Donc, c'est un dirigeant qui détient plus de 25% des titres d'une société, qui a une rémunération normale dans cette société. Donc, attention aux dirigeants non rémunérés. Ils ne pourraient pas bénéficier de ce régime-là d'abattement. Donc, il faut que j'ai une rémunération normale. Et il faut que j'exerce des fonctions de direction, donc gérant des CRL, le président de SAS, etc. Et donc, je décide en fait de céder mes titres que je détiens depuis plus de 5 ans pour partir à la retraite. Et je dois partir à la retraite dans les 2 ans avant ou après la cession. 2 ans, c'est très court. C'est 24 mois. Donc, ça passe très vite. Il ne faut pas se dire je cède et on verra. Il faut vraiment voilà, faire son plan de carrière, reboucler son relevé, de voir si on peut bénéficier du régime général de départ à la retraite dans un délai de 2 ans. Donc cet abattement de 500 000, il s'applique sur le montant de ma plus-value réalisée. Particularité de cet abattement-là, je peux bénéficier de la flat tax. C'est le seul abattement où je peux choisir entre le barème progressif et la flat tax. Les autres abattements, je n'ai pas le choix. Si je veux bénéficier d'un abattement, je suis obligée de me mettre au barème progressif d'impôt sur le revenu. L'abattement départ à la retraite, là, c'est le seul où je peux quand même bénéficier de la flat tax de 30%. Donc, c'est assez avantageux pour des clients qui vont avoir un taux marginal d'imposition fort, donc c'est-à-dire des revenus de leur foyer fiscal assez élevés, qui peuvent être taxés à plus de 41%. Et bien là, ils pourront bénéficier à la fois de 500 000 € d'abattement et la flat tax de 30%. Donc ça, c'est le premier abattement que je peux mettre sur ma plus-value de cession de titre. Mon deuxième abattement dérogatoire, c'est l'abattement pour cession de titres de PME acquis dans les 10 ans de la création. C'est un abattement qui s'applique aux sociétés donc, pour lesquelles j'ai acheté des titres dans les 10 ans de la création. Je constitue une société, j'ai plusieurs acquisitions successives de titres dans les 10 ans à partir de la constitution de la société. Du coup, je peux bénéficier de cet abattement dérogatoire de 85% dès lors que je détiens les titres depuis plus de 8 ans. Donc, cet abattement s'applique aux PME. Donc, c'est quoi une PME? C'est une petite entreprise qui a moins de 250 salariés, qui a un total bilan inférieur à 50 millions, enfin un total de chiffre d'affaires, pardon, inférieur à 50 millions et un total bilan inférieur à 43 millions. Voilà, beaucoup de nos PME locales peuvent être concernées par cet abattement. On peut avoir d'autres régimes qui permettent aussi d'optimiser la fiscalité. C'est l'apport-cession. L'apport-cession, c'est quoi? C'est en fait quand j'ai un projet de cession des titres de mon entreprise, mais que derrière j'ai un autre projet de monter une nouvelle activité économique. Plutôt que de vendre mes titres de ma société X, de payer la plus-value et avec le produit de la cession, de remettre dans l'activité économique d'une nouvelle société, du coup, on voit bien que j'ai un frottement fiscal, je vais perdre potentiellement 30% d'impôts. On a un dispositif fiscal qui a été créé pour permettre, donc, avant l'opération de cession, je constitue une société nouvelle, une holding ou une société nouvelle, à laquelle j'apporte mes titres et ensuite, je les vends. Donc, ça fait tomber une plus-value qui a été mise en report. Mais vu que je vais réinvestir 60% de mon produit de cession dans un délai de 2 ans dans une activité économique, l'administration fiscale accepte de ne pas taxer ma plus-value en report. Donc, ce qui fait que je viens d'économiser 30% de fiscalité personnelle dans cette opération-là. Donc là, ça ne vise vraiment que les dirigeants qui ont une volonté de changer d'activité. J'étais dans l'immobilier, j'avais des titres d'une agence immobilière. Je veux faire une reconversion professionnelle, j'ai envie de me mettre dans la restauration. Voilà, j'apporte les titres de ma société immobilière à une holding, je les vends à un tiers, j'ai une plus-value qui tombe, mais je réinvestis 60% du produit de ma cession dans l'acquisition
d'un fonds de commerce, d'un restaurant. Du coup, je viens optimiser ma fiscalité de 30% parce que je n'ai pas payé de fiscalité personnelle. Là, je voulais vous faire un comparatif, un comparatif de cession. Donc, un associé qui vend. Donc, le premier schéma, donc premier tableau jaune, je n'ai pas de bénéfice d'exonération. Donc, je vends mes titres pour 215 000. Je l'ai mis 5 000 dans la société, donc j'ai une plus-value de 210 000. Je vais payer de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour 63 000 euros. Donc j'ai un gain net en poche de 152 000 euros. Mais c'est dans ma poche, à moi, associé, directement. L'acquéreur, lui, il paye mes 215 000 euros d'acquisition de titres. Il paye les droits d'enregistrement. Donc là, il paye 3% parce que ce sont des parts sociales. Donc il va payer 5 760. Donc il doit financer 220 000 euros. Vous voyez, je vous ai fait un schéma, donc le schéma rouge à côté, où là, mon associé vendeur bénéficie du régime départ à la retraite. Donc, il va avoir une exonération de 500 000 euros. Donc là, pour une même plus-value, vous voyez qu'il a un gain net en poche de 173 000 euros contre 152 sans exonération. Donc, on a une fiscalité qui est réduite de presque de moitié. Donc, on améliore le gain net en poche du vendeur. Et l'acquéreur, bah, du coup, il doit financer la même chose, ça ne change rien pour lui. Un sujet, je vous ai mis en exergue en bas, le compte courant d'associé. Le compte courant d'associé, c'est un sujet qu'on doit avoir en tête aussi quand je vends des titres d'une société, de bien m'assurer que l'acquéreur va financer mon remboursement de mon compte courant d'associé. On voit là, si je reviens au schéma, on avait un compte courant d'associé de 85 000 euros. Là, sur une valeur de société à 215 000 euros, je considère que l'acquéreur va me racheter 215 000 euros plus 85 000 euros qui va me rembourser de compte courant d'associé. Donc, c'est inclus dedans. Donc, sauf que parfois, dans des opérations, c'est pas vu ça, hein, le compte courant associé. Donc, ce qui fait que bah, c'est un sujet un peu délicat en disant, bah oui, mais moi, je pensais reprendre mes 85 000 euros parce que bah, j'ai déjà payé de l'impôt dessus. C'est probablement des distributions que j'ai laissées dans la société pour qu'elle puisse réinvestir. Mais par contre, moi, j'ai payé ma flat tax déjà dessus. Donc, normalement, mes 85 000 euros, je suis censée le reprendre sans fiscalité. Donc on voit bien qu'il ne faut pas laisser ces 85 000 euros dans la nature parce que c'est de l'argent que moi, vendeur, je peux reprendre sans imposition. Donc il est bien important de les récupérer à la fin. Donc sur les droits d'enregistrement, donc ça c'est à la charge de l'acquéreur. L'acquéreur, lui, il doit financer l'acquisition des titres et il doit payer les droits d'enregistrement. Donc pour les cessions de parts, c'est 3% de la valeur de cession, moins un abattement de 23 000 euros, égal au rapport en fait entre le nombre de titres cédés et le part social de la société. Les cessions d'actions, elles, c'est un droit d'enregistrement qui est seulement de 0,1%. Donc on voit bien qu'il y a une volonté aussi pour l'acquéreur de vouloir, si on a une SARL, l'acquéreur va vous dire, bah, moi, avant la cession, j'aimerais bien que tu transformes ta SARL en SAS, par exemple, en société par action, parce que je vais payer que 0,1% de droits d'enregistrement. Donc ça va être un sujet aussi préalablement aux opérations de transmission que l'on va devoir gérer, parce que l'acquéreur va nous pousser à transformer avant la cession. Mais du coup, qui dit transformation dit bah, opération juridique à financer. Donc souvent, dans les lettres d'intention, les acquéreurs financent les coûts de transformation préalables à la cession. Dans la mesure où c'est un gain pour l'acquéreur, il va dire, bon bah, moi, ok, c'est un gain pour moi, du coup, j'accepte de payer vos frais d'avocat et de greffe pour la transmission avant cession. La transformation, pardon, avant cession. Par contre, vigilance, parce que l'administration fiscale se penche beaucoup, vu que dans la mesure où on élude une partie des droits d'enregistrement, l'administration fiscale, elle n'est pas d'accord, et se dit, bah oui, mais c'est dans un but purement fiscal, vous transformez avant de vendre, mais c'est dans un objectif juste d'optimisation des droits d'enregistrement de l'acquéreur. Donc on a vu des redressements
de l'administration fiscale en disant que la transformation avait un objectif purement fiscal et donc c'était un abus de droit. Donc l'intérêt, nous aujourd'hui, on fait attention au calendrier des opérations. On ne transforme pas la veille de la session. On va échelonner les opérations dans le temps. Donner un temps long aux opérations va permettre de moins considérer que c'est un objectif purement fiscal. On a d'autres moyens d'optimiser aussi la fiscalité de la reprise. Un acquéreur peut vouloir bénéficier des régimes des LBO, donc faire un rachat avec un levier fiscal pour permettre d'optimiser pour lui sa reprise. C'est quoi? L'idée, en fait, c'est pour l'acquéreur, il va constituer une société holding qui a objectif de racheter vos titres de votre société. L'idée, en fait, c'est que l'emprunt d'acquisition des titres de votre société soit logé dans sa société holding. Donc ainsi, il pourra déduire des charges de remboursement d'emprunt. Et l'emprunt sera remboursé chaque année avec des remontées de trésorerie de votre société qu'il aura rachetée. Donc en fait, on a une opération qui va s'autofinancer. Chaque année, les remontées de dividendes vont permettre de rembourser l'emprunt de la dette senior dans la société holding. On a une faible taxation, on va bénéficier des régimes fiscaux très intéressants entre la société fille et la société mère. Donc c'est un levier économique, financier et fiscal très très intéressant. Fiscalement, on pourra optimiser ce levier en optant pour le régime de l'intégration fiscale. L'intégration fiscale, c'est quoi? C'est une société mère qui se déclare seul contribuable de l'impôt pour toutes ses filiales en dessous. C'est-à-dire que les résultats de ces sociétés filles remontent à la mère, elle en fait masse, et elle va calculer un seul impôt avec toute la somme des résultats de ses filiales. Donc ainsi, si j'ai des filiales qui vont être déficitaires, je vais faire la somme des plus et des moins de l'ensemble de mes filiales. Donc dans l'idée, je vais payer moins d'imposition que si je n'étais seule. Donc voilà, on voit ici le levier fiscal. Les principaux freins, en revanche, pour une cession de titres de société sont principalement la complexité éventuellement de l'audit préalable de la société. Donc voilà, j'achète une société, donc j'achète son actif et son passif. Donc je suis vigilant sur ses passifs. Parce que en fait, je vais acheter une société, mais j'ai un délai de reprise fiscale, sociale, des contrôles URSSAF, contrôles fiscaux, contrôles environnementaux, etc., souvent de 3 ans. Donc, c'est-à-dire que le lendemain de la cession, si j'ai un contrôle fiscal URSSAF, ils vont venir sur une période antérieure à ma propre gestion. Donc, du coup, je vais être redevable, moi, de la gestion antérieure de l'ancien exploitant. Donc, l'idée, c'est de faire tous les contrôles juridiques, fiscaux, sociaux, environnementaux pour déceler en amont tous les sujets qui pourraient être un peu litigieux ou mis sur la table par les différentes administrations pour éviter, enfin en tout cas encadrer les risques et en échanger en amont. Mais en tout état de cause, quand je vends des titres de société, j'aurai forcément une garantie d'actifs et de passifs. Une garantie d'actifs et de passifs, c'est quoi? Donc, vous avez probablement entendu parler de la GAP, donc c'est la garantie d'actifs et de passifs. C'est pour l'acquéreur, protéger l'acquéreur de la gestion antérieure de l'ancien exploitant. C'est un filet de sécurité contre les mauvaises surprises. L'idée, c'est voilà, j'ai fait un schéma ici, voilà. C'est de protéger l'acquéreur contre des augmentations de passifs, redressement fiscal, litige prud'homal, dette non comptabilisée avec un fournisseur, un client, et de protéger l'acquéreur contre des diminutions d'actifs, perte de valeur d'un actif, un client important qui devient insolvable, etc. Ça, je dois protéger l'acquéreur contre tout ça. Donc,
Là, je vous avais mis un petit schéma. Avant la cession, j'ai une valeur de société à 600 000 euros. Après la cession, en fait, on se rend compte que j'ai une valeur d'actif qui baisse et j'ai un passif qui augmente. Donc, du coup, j'ai une valeur de société qui redescend à 400 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait de cette différence de 200 000 euros? Eh bien, on la traite dans la garantie d'actifs et de passifs. La GAP, c'est soit un acte à part, ou soit c'est dans l'acte de cession de titre de la société. Donc, c'est des clauses que l'on va prévoir. Et dans ces clauses, on va prévoir différentes situations. Je voulais vous lister les différentes choses voilà. On va prévoir donc la période de garantie. Donc souvent, ça va être une période de 3 ans, parce que le délai de prescription de l'administration fiscale, c'est 3 ans. En social, c'est plus ou moins pareil. Voilà. Donc, on va essayer de couvrir une période de 3 ans. Donc, ça peut être de 12 à 36 mois, avec des plafonds d'indemnisation. Donc, on va dire, voilà, on vient pour un montant maximal de, donc c'est-à-dire que je vends 600 000 euros. En tout état de cause, on va dire que mes passifs ne seront jamais au-delà de 300 000 euros. Donc, on va plafonner la GAP à 300 000 euros. Donc, c'est-à-dire que demain, si j'ai un gros pétard à 1 million d'euros, bah, la GAP elle va être plafonnée à 300 000 euros. On va avoir un seuil de déclenchement aussi de la GAP. C'est-à-dire que moi, repreneur, je vais peut-être pas déranger le vendeur pour un petit contentieux avec un client à 1000 balles. On va dire, le seuil de déclenchement, ça peut être 5 000, ça peut être 15 000, 20 000. C'est-à-dire que moi, repreneur, je vais dire, bah, en dessous de ce seuil-là, je viens pas t'embêter. Par contre, dès que j'ai un litige supérieur à ce seuil de déclenchement, du coup, je viens activer la GAP. On va prévoir aussi la procédure de mise en œuvre de la GAP, comment je dois prendre contact avec mon acquéreur, qu'est-ce que je dois enfin avec mon vendeur, pardon. Est-ce que je lui envoie par courrier recommandé les éléments que j'ai reçus, toutes les pièces, etc. Donc, on va vraiment essayer de tout détailler. On va également aussi donner à l'acquéreur une garantie. Je vais donner à l'acquéreur une garantie que je parte pas avec mes 250 000 euros au Brésil et que je dilapide tout et que je donne plus signe de vie. L'acquéreur, il va avoir besoin d'une garantie, donc il va avoir besoin d'une caution bancaire, d'un séquestre, d'une garantie à première demande. Ça permet de le rassurer en disant bah, il y a des fonds qui sont bloqués pour permettre d'actionner cette garantie d'actifs et de passifs. Donc voilà, c'est une importance stratégique de bien travailler la GAP lorsque l'on vend les titres de société, parce que bah, c'est une source de responsabilité potentielle pour le cédant, d'où l'importance de bien la négocier pour protéger les deux parties. Voilà, le cédant, s'il part à la retraite, l'idée, c'est pas qu'on vienne l'embêter non plus quand il est tranquille à la retraite. Il faut qu'on fonde bien les demandes. Donc, vigilance sur ce point-là. Une fois qu'on a dit ça, je voulais vous parler aussi de la transmission à titre gratuit de votre entreprise. Voilà, demain, vous allez peut-être donner une partie de vos titres à vos enfants, ou vous allez transmettre totalement votre entreprise à vos enfants. Donc l'idée, c'est de voir avec vous comment on est mangé fiscalement lorsque je donne des titres de société. Si je fais rien, et que je décide comme ça de but en blanc de donner des titres de ma société. Je vous ai mis un schéma par rapport à la valeur de la société de tout à l'heure, qui avait 215 000 euros de valeur de société. Si j'ai 2 enfants et que je donne 50-50 à chacun de mes 2 enfants, et si je, voilà, j'ai pas d'abattement disponible, je vais payer 9 847 euros de droits de donation à l'État par enfant. Ça, c'est si je fais rien. Mais on a des choses qui existent déjà. Vous savez que chaque parent peut donner l'équivalent de 100 000 euros par enfant sans droit de donation. Là, dans ce schéma-là, vous avez vu, abattement disponible, j'ai mis 0. Je suis partie du principe que l'abattement disponible avait été déjà consommé. Mais on peut venir réduire la base imposable en utilisant cet abattement de 100 000 euros. Donc là, on voit bien que si je fais rien et que je donne
100% des titres de ma société de tout à l'heure qui valaient 215 000 euros, je vais payer en tout 19 694 de droits de mutation. Mais j'ai des dispositifs qui existent pour permettre de minorer ces droits de donation. Ces dispositifs, ça va être notamment la donation avant cession. Vous voulez vendre votre société pour 215 000 euros, donc on a vu, si je vends, je paye la flat tax de 30%, mais en même temps, j'avais décidé de donner 50 000 euros par enfant. Bah, c'est dommage de se dire, je vends, je paye 30%, et après, avec le produit de la cession, je donne à mes enfants. Voilà, du coup, j'ai moins d'argent à la fin parce que j'ai donné 50 000 euros par enfant, donc j'ai donné 100 000, alors qu'il me restait que 150 000 euros. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire machine arrière, au lieu de vendre puis de donner, c'est de donner, puis de vendre. On va optimiser une partie de la plus-value, de la fiscalité sur la plus-value de cession. Attention, comme tout régime optimisant, l'administration fiscale le regarde de plus en plus. On ne fait pas n'importe quoi sur les donations avant cession. L'administration fiscale a de plus en plus tendance à se dire bah oui, mais en fait, vous avez une intention, l'intention libérale est peut-être pas réellement existante. Parce que pour, pour l'administration fiscale, il faut vraiment que peut-être que les enfants aient vocation à être bénéficiaires réellement d'une somme d'argent. Donc j'ai une vraie intention de donner, de me déposséder durablement d'une partie du prix. Donc là, l'administration conteste en disant, bah, vous donnez, et deux, dans la foulée, vous cédez, il n'y avait pas d'intention libérale. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour muscler et donner tort à l'administration fiscale? Eh bien, on fait participer les enfants à la GAP. Donc, les enfants, on a vu, j'ai donné des titres à mes enfants. Donc, mes enfants participent à l'acte de cession des titres, parce qu'ils en ont reçu juste avant. Donc, du coup, j'intègre mes enfants dans la GAP, dans la garantie d'actifs et de passifs. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils supportent un risque, le risque entrepreneurial, le risque de se voir rappeler s'il y a un litige prud'homal ou un litige fiscal. Et là, dans ces cas-là, l'administration fiscale, bah, elle n'a plus trop de motivation pour contester cette donation avant cession. Tout ça pour vous dire que voilà, on est vigilant pour la sécurisation des opérations. On a un autre dispositif qui permet un autre régime de faveur qui permet d'exonérer 75% de droits d'enregistrement sur la valeur des biens donnés. Donc, je donne mes titres d'une société sous un dispositif de pacte Dutreil. Vous avez probablement entendu parler du Dutreil, on en parle beaucoup dans le projet de loi de finances. Donc, c'est une exonération de 75% de la valeur des titres transmises, avec des engagements, en fait. J'ai deux engagements. J'ai un engagement collectif de conservation des titres, puis de 2 ans, donc c'est l'ECC, puis un engagement individuel de conservation de 4 ans. Donc l'engagement collectif de conservation, donc le pacte Dutreil, c'est souvent le vendeur, les parents qui le souscrivent. Et en fait, après, ils décident de transmettre à leurs enfants. Et à partir de la date de transmission, débute l'engagement individuel de conservation. L'engagement individuel de conservation, c'est les donataires qui le prennent, donc c'est les enfants. Donc ils s'engagent à conserver les titres pendant 4 ans après la transmission. Donc l'idée, en fait, c'est d'assurer la transmission d'une entreprise familiale aux enfants. Sans ce dispositif-là, on aurait du mal à transmettre à nos enfants des PME familiales. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants, ils n'ont pas de cash pour payer les droits de donation sur la valeur de la société. Donc, en fait, on sera obligé de vendre à des tiers. Donc, pour parer à ça, le législateur a prévu le pacte Dutreil pour favoriser, en fait, la transmission aux enfants. Le PLF, donc le projet de loi de finances, envisage de muscler un peu plus les conditions strictes d'application du Dutreil. Pour le moment, ça ne nous fait pas peur.
parce qu'en fait, c'est plutôt voilà, dans l'air du temps, les conditions plus strictes qu'il envisage, elles sont tout à fait concevables en fait. Il envisage d'allonger la durée de détention de l'engagement individuel. Donc, je vous disais que c'était un engagement individuel de 4 ans. Il envisage de le passer à 6 ans. Bon, si les enfants avaient vraiment volonté de poursuivre l'activité, c'est pas tant un frein. De ne permettre les transmissions qu'aux donataires majeurs. Parce que là, aujourd'hui, sous pacte Dutreil, je peux transmettre les titres à mon enfant de 4 ans. Ça pose pas de problème. Là, le législateur, afin d'éviter des transmissions purement patrimoniales et pour se verrouiller vraiment pour des transmissions réelles d'un actif d'exploitation, il veut verrouiller et permettre aux transmissions pour des donataires entre 18 et 60 ans. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que pour le moment, rien n'est fait, mais voilà, les conditions plus strictes envisagées pour le Dutreil nous paraissent plutôt concevables. En revanche, l'importance, j'attire votre attention. Voilà, on a vu que c'est un dispositif qui permet d'exonérer de 75% de la valeur des biens transmis, mais vigilance parce que l'administration fiscale, évidemment, le regarde. Je vous ai fait un exemple, sur le même exemple que tout à l'heure, on avait 19 000 € à payer de droits d'enregistrement. Là, vous voyez que je n'ai plus que 1 785 à payer par enfant. Donc, du coup, j'ai une économie de 16 125 € avec le dispositif Dutreil. Donc, pour protéger le patrimoine des dirigeants, il est important de mettre en place un Dutreil, même à titre préventif. Demain, vous avez 40 ans, vous continuez l'activité, etc. Vous n'avez pas vocation à transmettre votre entreprise à vos enfants d'ici les 5 prochaines années, c'est pas un sujet. En revanche, vous pouvez décéder dans un accident de voiture demain de manière précipitée, prématurée. Le fait de le mettre à titre préventif, c'est aussi, en fait, vos titres arrivent dans votre succession. C'est aussi protéger votre femme, votre mari, vos enfants, parce qu'en fait, ils vont recevoir une valeur, donc là, la valeur de société, c'était 215 000 €. Donc, dans l'actif de votre succession, il y aura 215 000 € qui vont venir à l'actif, donc être taxés au barème des droits de succession. Et si vous avez mis un pacte Dutreil à titre préventif, on pourra appliquer l'exonération de 75% sur la valeur des droits. Donc c'est intéressant aussi de le mettre à titre préventif pour protéger votre patrimoine de vos héritiers. Ils auront moins de cash à décaisser auprès de l'État. Parce qu'en fait, même s'ils ne poursuivent pas l'activité après, eh ben, ils vont avoir le temps de vendre. Ils vont pas être là en disant mince, bon, là on est sur des petites valeurs, là on est avec 19 000 €, on se met pas peut-être pas la rate au courbouillon pour 19 000 € de droits. En revanche, sur une entreprise un peu plus importante, où imaginons j'ai 500 000 € de droits à mettre à payer à l'État sur la valeur de ma société, bah 500 000 €, bah, soit faut que je souscrive un emprunt bancaire, soit faut que je vende des actifs pour financer ces 500 000 € que je dois payer dans les 6 mois du décès. Donc c'est très, très vite. Donc du coup, le dispositif Dutreil, en fait, ça me permet de ne pas payer les droits, donc enfin, d'avoir un abattement de 75% maintenant. J'ai le temps de vendre, j'ai le temps d'encaisser le cash de la vente, et du coup, je viendrai régulariser parce que je ne respecte pas les conditions du Dutreil. Je viendrai payer à l'État les droits que j'aurais dû payer sans Dutreil, mais là, j'ai l'argent. J'ai pas été obligée de vendre un actif immobilier. En fait, j'ai vendu mon entreprise, mais j'ai eu le temps de vendre. Du coup, j'ai pas eu besoin de la brader. Donc voilà, nous, voilà, j'interviens aussi pas mal en protection du dirigeant. Voilà, pour protéger le dirigeant en mettant en place à titre préventif des dispositifs, donc des pactes Dutreil. Dernier sujet, et pour pas trop déborder, un point important, c'est la dernière partie, c'est comment sécuriser ma transmission d'entreprise. Donc c'est le point clé. L'idée, c'est l'anticipation. Donc préparer sa transmission 2 à 5 ans à l'avance. Pourquoi? Parce que c'est voilà, c'est une étape importante où je dois prendre le temps, je dois avoir les options fiscales. Est-ce que je préfère vendre? C'est quoi pour moi le plus intéressant pour moi, vendeur? Est-ce que c'est de vendre mon fonds de commerce? Est-ce que c'est de vendre mes titres de ma société? Parce qu'on voit qu'on n'a pas la même fiscalité. Et du coup, quand j'ai bien ça en tête, et ben derrière, je peux négocier avec mon acquéreur et orienter vers tel ou tel schéma.
Si c'est plus intéressant pour moi de vendre mon fonds de commerce, et ben quand je vais négocier avec un acquéreur, je vais parler de fonds de commerce. Je vais pas parler de titre. Je vais vraiment négocier fonds de commerce. Et l'idée, voilà, c'est de bien se préparer en amont pour pouvoir avoir les options fiscales en tête, savoir quel est mon gain net en poche. Est-ce que je dois structurer mon activité en amont? Est-ce que je dois faire des donations avant cession? Est-ce que est-ce que je dois respecter des conditions du Dutreil? On a vu qu'il fallait au moins 2 ans d'engagement collectif de conservation. Si je respecte pas mes 2 ans, du coup, ça me permet en fait d'avoir le temps nécessaire pour me structurer et pas tout faire dans la précipitation. J'ai eu le temps de vérifier les conditions d'exonération. Mince, ça fait pas 5 ans que j'exerce dans l'activité. Bah, du coup, je vais pas vendre tout de suite. Je vais faire 2 ans de plus, etc. Voilà. Ça permet aussi, l'anticipation, ça permet aussi de se dire, mon régime matrimonial, refaire un point. Je suis mariée sous la communauté, je suis mariée sous la séparation de biens. Tiens, si je vends, si je donne à mes enfants, peut-être que je peux modifier mon régime matrimonial pour que mon époux ou mon épouse participe à la donation. Comme ça, je vais optimiser. Mon mari, par exemple, s'il participe à la donation avec moi, eh ben, il pourra utiliser son abattement de 100 000 euros aussi, de 100 000 euros par an et par enfant. Donc, ça veut dire que je pourrais donner pour mon premier enfant et pour mon deuxième enfant, ils recevront chacun 200 000 euros, sans droit. Donc, en fait, on se rend compte que si j'ai 2 enfants et que mon époux participe à l'opération, on peut transmettre sans droit 400 000 euros. Voilà, il y a des stratégies à mettre en œuvre en amont. C'est important de faire les audits préalables, des audits fiscaux, sociaux, juridiques, pour avoir vraiment tous les schémas en tête. Et en fait, l'anticipation, ça permet voilà, de se structurer au préalable. Est-ce qu'il faut que je dois faire des donations avant session, des apports session? Est-ce que je dois documenter mon Dutreil? Parce que le Dutreil, ça s'applique sur des activités qui sont purement économiques. Du coup, si je l'ai placé dans une holding, une activité qui a une société, pardon, qui a une activité de détention de titres, bah, par principe, ça ne s'applique pas. Je ne peux pas faire de Dutreil sur une holding parce que ce n'est pas une activité économique. En revanche, si ma holding a une activité d'animatrice, si elle impulse la politique de mes filiales en dessous, si elle donne des prestations administratives, juridiques, comptables, etc., on peut activer cette société. Donc, elle peut bénéficier du Dutreil. Mais pour bénéficier du Dutreil, il faut le documenter. Voilà. Donc, on va avoir le temps en amont de faire la documentation juridique, d'avoir les PV de conseil d'administration qui vont bien, d'avoir dans les rapports de gestion les petites mentions qui vont bien. Voilà. L'idée, c'est de bien se structurer en amont, d'avoir les dialogues nécessaires avec son expert comptable, son avocat, son notaire, pour bien préparer, anticiper sa transmission et qu'elle soit la plus sécurisée possible. Donc, si j'avais peut-être une conclusion à vous faire, ce serait 3 axes à retenir. Donc, c'est bien identifier la nature de la transmission, cession de fonds, cession de titres. En 2, optimiser la fiscalité, donc selon les régimes fiscaux qui s'appliquent. Et en 3, sécuriser juridiquement vos opérations pour éviter tout risque de redressement. Donc, on voit bien que la fiscalité, en fait, c'est pas un frein à la transmission d'entreprise, c'est plutôt un levier à condition d'être bien préparé et bien accompagné. J'espère que je ne vous ai pas assommé Merci et je beaucoup, suis à votre Audrey. Ouais, disposition pour toute question. effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors peut-être par oral ou bien sur le chat si vous voulez. Avant d'oublier, je vous informe que vous avez trouvé sur le chat, mon collègue est en train de le mettre, le questionnaire de satisfaction de ce webinaire, si vous voulez bien le remplir. Après les questions, bien sûr, enfin quand vous voulez. Mais allez-y pour les questions que vous pouvez avoir sur cette présentation. On n'a pas trop de questions pour l'instant. Si, monsieur est en train d'écrire. Audrey, vous le voyez le chat ou pas? Alors, Non, vous ne le voyez oui, pas. si, Si. si, si.
Mais- Après, vous pouvez parler à voix Oui, haute, aussi. hein. C'est peut-être plus simple que d'écrire. Tant que ça arrive en plus. Alors, bah, merci hein, pour cette présentation. Nous, on va vous laisser aussi. Bon, nous, on était plus dans l'autre sens, en fait, en tant que repreneur. C'est pour Oui, ça qu'on est deux, en fait. Mais bon, c'est bien de voir un peu ce que ça donne aussi de l'autre côté pour qu'on comprenne mieux ce qu'on nous présente aussi, et ce qu'on nous Mm. propose. Et ce qu'on nous propose. Voilà. Donc, merci bien. On va vous laisser. Merci. Merci Au à revoir. Bonne vous. soirée. N'oubliez pas le questionnaire. C'est un peu tard. Si c'est pas fait déjà. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions, Audrey, en tout cas. De toute façon, le replay est disponible, ce qui permet peut-être aussi, va être disponible, ce qui permettra de Digérer, peut-être digérer certains points qui sont effectivement pour les néophytes pas toujours évidents. Et puis, comme on disait, hein, on va envoyer le, le document de présentation, le support de présentation. Donc, ça permettra aussi peut-être. Et puis, s'il y a des questions ultérieurement, peut-être qu'ils n'hésitent pas, que les personnes n'hésitent pas à nous en faire part. bien sûr. Écoutez, je vous propose peut-être de clôturer ce webinaire, du coup, si vous en êtes d'accord. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci.